Bienvenue sur Gone Digital, le podcast dédié à celles et ceux qui font le web à Lyon. Hello tout le monde, c'est Alice et j'espère que vous allez bien, que vos oreilles sont en pleine forme pour ce nouvel épisode de Gone Digital. J'accueille pour ce 11e podcast Magali Rem, business développeur et marketing manager qui nous raconte son parcours. Multicompétente, serial entrepreneur, voici le récit d'une femme inspirante et toujours en mouvement. Bonjour Magali, comment vas-tu cet après-midi ? Bonjour Alice, ça va très bien, merci. Et toi ? Super, moi ça va, tranquille, il fait pas très beau, mais bon, on est bien. Non, mais on a espoir que ça arrivera un jour. Ouais, c'est ça, un jour il y aura l'été. Ma première question, c'est est-ce que tu viens de Lyon à la base ? Et sinon, pourquoi tu t'y es installée et qu'est-ce que tu aimes dans cette ville ? Alors, je viens pas de Lyon à la base, je viens de la Drôme. Et en fait, on s'est installé à Lyon avec mon mari en 2012 parce qu'on habitait à Barcelone à l'époque, en Espagne. Ça faisait plusieurs années et moi j'avais envie de rentrer pour des raisons perso, pour me rapprocher notamment de ma famille qui était dans la Drôme. Et on a cherché un endroit qui soit plutôt bien connecté avec Paris pour le boulot, qui ne soit pas Paris, Oui, c'est important. pour la qualité de vie. Ouais. Et où il y ait quand même des postes intéressants et on est tombé assez naturellement sur Lyon. Et en fait j'aime bien cette ville parce que je trouve qu'il y a une dynamique, une volonté de monter des projets, d'avancer, de s'améliorer. Après c'est parce que j'ai peut-être aussi beaucoup tourné dans un environnement avec des auto-entrepreneurs, Oui. avec des gens qui veulent monter des projets et tout, mais voilà, il me semble qu'il y a une dynamique sympa. Non mais c'est vrai qu'il y a une dynamique très entrepreneuriale à Lyon. Ouais. Quelle relation est-ce que tu entretiens avec le web ? Alors, je peux pas dire que je suis une digital native, parce que moi, le web, ça a vraiment apparu quand j'avais genre 13 ans ou 14 ans. Donc, moi, je suis très digitale, j'adore ça. Et d'un autre côté, je suis un peu bipolaire, c'est-à-dire que je travaille dans la publicité online, qui consiste quand même à déposer pas mal de cookies pour pouvoir servir de la publicité ciblée en fonction des habitudes de l'utilisateur, etc. Et donc, de savoir ça, même si c'est mon gagne-pain, justement, moi, dans ma vie perso, j'ai un peu tendance à être une friki des données personnelles, à effacer mes cookies tous les mois, de manière très méthodique. Ouais, parce que tu connais l'envers du décor en fait. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du RGPD, tous les mails qu'on reçoit en ce moment ? Le RGPD. Alors, écoute, c'est un sujet qui est très à la mode. Et quand tu écris un article sur ton blog d'entreprise à propos du RGPD, tu peux être sûr que ce sera celui qui obtient le plus de lectures. Tout à fait. Donc, c'est quand même encore un sujet très à la mode. Même si, j'avoue, je suis un petit peu devenue allergique au sujet. Okay. Parlons un peu de tes études. Tu as fait un master à l'école de management de Grenoble. Tu as été à l'UM Lyon et as été à l'université de technologie du Queensland. J'ai vu sur ton LinkedIn, tu as un profil hyper international. Ouais, alors l'EM Lyon, c'était vraiment... C'était un MOOC, c'est ça ? Ouais, j'ai fait un MOOC, Ouais. le MOOC sur le digital thinking. Au niveau format, je trouvais qu'il pouvait s'améliorer encore, Okay. mais c'était super intéressant comme dynamique pour trouver des nouvelles idées, innover. Moi, je trouvais ça très intéressant comme méthode. Et ouais, en fait, dans le cadre de l'école de Grenoble, de l'école de management de Grenoble, je devais faire un échange universitaire. Et donc, je suis partie 6 mois à Brisbane. Donc, c'était à QUT, voilà, en Australie. QUT, c'est Queensland University of Technology. Super expérience. Ouais. Je suis revenue, je parlais hyper bien anglais, j'étais super contente. Et puis, c'est un peu le pays des bisounours, quoi. Ouais. Tout est beau, tout le monde est sportif, tout le monde mange bien. Mais complètement déconnecté aussi du monde. C'est-à-dire que tu vois dans les news que c'est la guerre, je sais pas moi, en Afghanistan, et ça te semble être une autre planète, quoi. Parce que l'Australie, c'est une petite île, c'est tout un petit coin du monde, de paradis, et finalement, ce qui se passe ailleurs, je m'en fous. Et donc, c'est un peu bizarre. Ok, aussi. Ouais. Et tu es partie où sinon à part ça ? Oui, alors après, je suis revenue, donc je devais terminer GEM, Grenoble École de Management. Okay. Et quand j'ai cherché mon stage de fin d'études, je trouvais dommage d'abandonner l'espagnol, parce que c'était ma première langue en prépa, etc. Et donc j'ai cherché un stage en Espagne, et j'ai trouvé un stage à la mission économique de l'ambassade de France à Barcelone. Et je suis partie 4 mois là-bas. Et c'était la fin de mes études. Donc j'ai pas continué le stage parce qu'ils embauchaient pas derrière, mais ça m'a permis de découvrir une ville qui était très, très dynamique, très jeune, très bonne qualité de vie aussi. Et avec, à l'époque, c'était en 2006, donc c'était avant la crise, et ça embauchait beaucoup, et les salaires n'étaient pas mauvais, et donc après... Belle qualité de vie. Ouais, donc ça m'a encouragée à rester, quoi. Donc tu parles 3 langues ? Ouais. Ok, espagnol,
anglais, français. Et puis je baragouine l'italien en faisant un mélange. Ah, c'est sympa. Et le catalan, mais voilà. Mais l'italien, c'est pas avec les mains que tu parles. Donc, Voilà, c'est ça. Donc du coup, tu es resté longtemps à Agency. Agency, je sais pas si je le dis bien. Oui, oui. C'est une agence de digital marketing parce que 8 ans, si on met toutes tes expériences bout à bout. Oui, c'est ça, ouais. Bah, en fait, Agency, ça a été mon premier poste. Je suis rentrée en tant que chef de produit sur des applications web type des petits jeux Pac-Man, des Tetris, ce genre de choses. Et ouais, donc là j'étais salariée, puis après je suis montée un petit peu en grade au fur et à mesure que la société croissait, parce que c'est une société qui était vraiment en mode start-up. Quand je suis rentrée, on était 10, puis c'est monté à 200. À 200. Ouais, Ah oui, donc je me suis retrouvée avec une grosse équipe et T'as tout. vraiment suivi l'évolution de la boîte en fait. Ouais. Puis voilà, en 2012, j'avais un peu fait le tour. On avait fait beaucoup de vagues de licenciements et je crois que j'étais affectée par ça. Je me suis dit, bon, là, je crois que j'ai fait le tour, il faut que je change. Okay. Donc après, je suis revenue en France. Ouais. J'ai été à mon compte pendant quelques temps, peut-être 3 ans. Ouais. Et j'ai recommencé à travailler pour Agency, où là, je gérais en fait un produit pour eux. Donc j'étais à mon compte, mais je gérais un produit, un logiciel de bout en bout, c'est-à-dire optimisation des landing pages, du tunnel de conversion, jusque support client, gestion des remboursements dans 8 langues. Ah oui, donc tout le pipeline en fait. Ouais. Tout le budget marketing, Wow. tout le CA, enfin voilà. T'es intervenue comme enseignante à Ionis Education Group aussi? Oui, c'est l'ISEFAC. L'ISEFAC, d'accord. Qu'est-ce que tu as enseigné? Est-ce que tu aimes enseigner? Alors, j'ai enseigné le marketing mix à des étudiants en licence de communication événementielle. Moi, je voulais voir si ça me plaisait de donner des cours, parce que j'adore former des gens, j'adore expliquer, faire monter en compétences, partager quand j'ai trouvé une astuce. Voilà, donc ça, j'aime bien. Et en fait, j'avais donné des formations à des publics aussi en grande difficulté pour trouver pour le retour à l'emploi via une association qui s'appelle PASS. Et ça m'avait beaucoup plu. Alors quand je dis en grande difficulté, c'est des gens qui maîtrisaient à peine la langue française, etc. Donc l'idée, c'était de leur expliquer à quel point ils peuvent utiliser Internet pour voir les offres d'emploi, postuler, et préparer leur CV, etc. Ça, j'avais beaucoup aimé. Je me suis dit, on va voir avec des étudiants comment ça se passe. Et en fait, alors je sais pas si c'était peut-être la matière aussi, j'ai pas trop apprécié. Okay. Je trouvais que le public était pas très intéressé. Ils avaient quel âge? Ils avaient, en licence, ils devaient avoir une vingtaine d'années. Et en fait, ce qui m'a étonnée, c'est qu'il y avait parfois un décalage, parce que ils étaient étudiants en licence de communication. Et puis je leur dis, voilà, on va faire un projet. Et donc, il faudra que vous mobilisiez toutes les sources de trafic possible pour les emmener vers ce site internet, etc. Comme dans le marketing mix, c'est les 4P, on dit les 5P, bon. Dans promotion, il y a tout l'aspect communication online. Et je leur dis, il faudra que vous fassiez de la pub sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Oh non, Twitter, madame, c'est nul. Mais je te demande pas si tu aimes. En fait, voilà. Donc, Mais tout le monde était réticent ou c'était... Non, c'était parfois 2-3. Ouais. En juin 2013, je change de sujet, tu as créé Les Sommelières. C'est une plateforme en ligne de conseils de vente de vin pour les femmes. Dis-nous tout sur cette aventure un peu entrepreneuriale. Ouais, alors c'est amusant parce que c'est devenu une entreprise entrepreneuriale. Ouais. Donc en juin 2013, ça faisait 1 an que je travaillais sur le projet après avoir quitté Agency. Bon, Agency, j'en étais venue à avoir un poste complètement de management, donc je faisais que de la gestion d'emploi du temps, gestion de projet. Je rentrais plus dans l'opérationnel. D'accord. Et quand je suis revenue en France, j'ai vraiment eu envie de me mettre dans un projet que je porterais de bout en bout pour remettre les mains dans le cambouis. Et je me suis dit, tiens, je trouve que c'est bizarre, il y a une grosse différence entre les hommes et les femmes quand on parle de vin à table. Les femmes s'y intéressent pas beaucoup, ça devient un facteur de séparation, où finalement les hommes se mettent à parler de vin et les femmes à parler de bébé et de mariage. Donc c'était l'époque aussi, hein. Après, quand on vieillit, ça s'arrête. D'accord. Et pourtant, elles en boivent, quoi. Et voilà. Oui. Et elles aiment bien, elles l'apprécient. Aussi, donc, et elles peuvent, mais voilà, je pensais qu'il y avait peut-être un truc à faire. Et donc, je me suis dit que j'allais monter un projet en France qui existait déjà en Espagne, qui était de conseiller les femmes des vins qu'elles seraient susceptibles d'apprécier, selon ce qu'elles aiment
manger et boire de différents. Ok. Donc si vous aimez le thé, beaucoup, un peu, vous aimez les tanins, plus ou moins sucrés. Puis après, il y avait des arômes de fleurs, d'épices, etc. Et donc à la fin d'un questionnaire très visuel, très facile, on va dire, en termes d'UX, ça conseillait des vins. Des vins Voilà. selon ton profil. Voilà, exactement. biologique. Exact. Génial. Et l'idée, c'était de me remettre à l'opérationnel. Et c'est devenu progressivement un projet entrepreneurial. Au départ, il n'y avait pas de fonction d'objectif lucratif. Et puis, on m'a beaucoup encouragée à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, si tu recommandes des vins, vends-les. Et donc, je me suis dit, c'est vrai qu'à la limite, pourquoi pas, ça me mettra aussi à l'e-commerce. Parce que dans l'activité que j'avais auparavant, j'étais plutôt dans le secteur de la publicité online, dans le B2B, dans la génération de leads, de téléchargement, etc. C'était complètement différent. Et là, je me suis dit, je vais toucher au e-commerce. Donc, après, j'ai aussi forcément travaillé beaucoup sur l'acquisition, tous les mécanismes de SEO, d'achat d'espace, etc. Et on a parlé beaucoup des sommelières un peu partout dans le web. Moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'articles sur ce projet-là, que ça a bien fait parler. Ouais, alors là, c'est un peu ma spécialité de communicante qui est revenue. Et à ma grande surprise, j'ai même des étudiants de l'INSA qui m'ont contactée pour faire un TEDx. Excellent. Donc, j'étais très impressionnée. C'était super. Ça devait être super, ça. Ouais, Du coup, tu l'as fait ? oui, je l'ai fait. Ouais. Alors, comment c'était ? Alors, c'est un peu stressant, mais il t'aide et normal. tu le prépares à l'avance. C'est ça, et puis c'est un format vraiment C'est un spécifique format, aussi. 20 minutes. Le but, c'est d'avoir une idée et de la défendre. Ok. On Et peut pas avoir vraiment quoi de mitigé. Donc, Ok. faut... C'était quoi ton idée Moi, principale ? mon idée principale, c'était il n'y a pas de petit combat. Moi, via les sommelières, c'est une démarche féministe et que les femmes peuvent aimer le vin, peuvent et devraient devenir un peu maîtres de ce sujet, se saisir de ce sujet, parce que sinon, elles se retrouvent mises à l'écart et que ça devient un facteur d'intégration dans certaines couches professionnelles, sociales. Et donc, si on est capable de parler d'un château d'Yquem ou de la méthode d'élevage d'un vin de Bourgogne, peut-être que c'est une manière de rentrer dans ces milieux-là et de ne pas être mise à l'écart. Super. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on sert toujours le vin aux hommes à table. J'ai toujours trouvé ça marrant. Pourquoi on ne me servirait pas du vin, moi ? Peut-être que je m'y connais plus que mon voisin, en fait. Ouais. En tout cas, super projet. Du coup, c'est terminé maintenant ? Alors oui, en fait, les sommelières, rapidement, je me suis rendu compte qu'il faudrait que je fasse des centaines, des milliers de fiches produits avec un bon référencement naturel pour arriver à en vendre suffisamment et à en vivre. Et c'était pas du tout l'objectif de ce projet-là. J'avais pas envie de faire un travail répétitif en SEO, et d'autant plus que je me suis rendu compte que les gens qui achetaient le vin sur mon site, c'était plutôt des hommes qui passaient pas par le petit questionnaire pour trouver le vin qui leur correspondait, et qu'en fait ils arrivaient sur une fiche produit, ils trouvaient la référence qui leur allait bien, au prix qui leur allait bien, et ils commandaient. Donc je me suis dit bon. Et puis après je me suis aussi un peu essoufflée, je pense, et je ne me sentais pas légitime sur le vin, sur l'œnologie, et c'est super parce que j'ai appris énormément. Typiquement là je suis en train de monter une nouvelle société. J'ai décidé de le faire sur un sujet dans lequel je me sens complètement légitime, qui est la publicité online, un sujet dans lequel je baigne depuis le début, que j'ai commencé à travailler il y a 11 ans. Et puis je me suis mis aussi avec un associé, parce que je me rends compte aussi que quand on est seul et qu'on... C'est lourd un peu sur les épaules. Voilà, c'est ça. Puis j'étais seule sur ce projet-là, et à côté j'avais plein d'opportunités pour travailler en tant que directrice marketing en temps partagé pour d'autres clients très intéressants. Donc progressivement j'ai délaissé les sommelières. Donc là je me suis dit, si je veux donner des chances à ma nouvelle société, je le fais dans le secteur dans lequel je suis légitime, j'ai des compétences, j'aurai aucun problème à le défendre, et je m'associe avec quelqu'un qui est dans la même situation que moi, et on sera deux et on se soutient l'un l'autre. D'accord, mais t'as vachement appris en fait de cette expérience-là, ça t'a beaucoup apporté en fait, j'ai l'impression. Ah oui, énormément. Ah oui. Et puis je fais les choses beaucoup plus vite. Par exemple, les sommelières, on me disait il faut que tu fasses un business plan, etc. Toujours pour faire ça sert à rien. C'est ça, enfin moi c'est la sensation que j'ai, c'est il vaut mieux tester le marché, voir si oui ou non on se rend compte qu'il y a une demande, qu'il y a un besoin, tester vite son service, voir si on arrive à apporter de la valeur ajoutée. Si c'est le cas, faut y aller, ouais. Et il faut faire de la prospection à fond. Ah, ça c'est un truc aussi que j'ai appris plus récemment, parce que j'ai aussi poste salarié dans une société où et je fais de la prospection commerciale, et je me rends compte qu'il y a énormément de startups qui se lancent, qui ont des bonnes idées et qui veulent pas faire de commercial. Et non, ça ne marchera pas. Il faut se sentir la légitimité et l'envie d'aller chercher des clients, quoi. En 2013 toujours,
jour, tu es devenue freelance avec ta propre agence qui s'appelait Co-Marketing. Oui, c'est ça, ouais. Donc là, tu as eu des clients. C'est ce que je disais de manière assez opportuniste. Disais, voilà. En fait, j'ai des anciens collègues qui m'ont contacté, qui recherchaient des gens pour faire du positionnement marketing, de la chefferie de projet web, de création de sites, création d'images, animation de communauté online, etc. Puis après, de retravailler pour iAgency sur la gestion d'un produit, puis sur tout ce qui était recherche et développement. Puis après, j'avais des clients longs et d'autres qui étaient sur des missions courtes. D'accord. Donc c'était bien, c'était très diversifié. Ouais. Tu devais pas t'ennuyer. Ouais. Non, c'était super. Et puis j'ai évolué dans des espaces de coworking, donc j'ai rencontré plein de monde. Okay. Quand on arrive dans une ville et qu'on connaît personne, c'est une bonne manière. C'est toujours le mieux d'aller dans des espaces de coworking. T'as fait lesquels? Alors j'ai essayé l'Accordé, Web Up Space. D'ailleurs, j'y retourne encore un peu maintenant. Sympa, ouais, je connais. Aujourd'hui, tu travailles chez Squadata à Lyon en tant qu'international business developer et marketing manager. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette boîte? Oui, bien sûr. Et avec quel type de clients tu travailles? Alors Squadata, c'est une société qui existe depuis 2011, qui propose des leviers de marketing, donc d'acquisition de clients online, qui se fondent sur la data. Ce qu'on appelle la data, ça va être les données sur les prospects et sur les clients, des habitudes de navigation, des adresses email. Et donc c'est une société qui s'est construite autour d'un service qui est l'email retargeting. Le principe de l'email retargeting, c'est le même. On pose des tags sur le site d'un annonceur, par exemple un site qui vend des fleurs, et lorsque l'utilisateur vient sur le site mais finalement l'abandonne, ben là on va chercher, on va aller revenir le chercher. Et alors dans le cas de Squadata, c'est via un email. Donc l'utilisateur a donné son consentement avant. L'idée, c'est de générer une nouvelle visite sur le site et peut-être une conversion. Et donc Squadata, c'est une société qui fait aujourd'hui entre 1,5 et 2 millions de CA, d'une quinzaine de personnes, qui est en croissance, avec des clients donc un peu partout en France, autant annonceurs, donc comme les sites e-commerce ou des voyagistes ou des sites d'assurance, que éditeurs, c'est-à-dire des propriétaires de bases de données email, des mass mailers, des gens qui ont constitué des listes parce qu'ils ont un site de contenu féminin ou sur un sujet de niche. Et donc on les aide à monétiser cette donnée-là. Donc ils mettent leurs données à notre disposition, que nous on puisse l'utiliser, mais toujours avec le consentement de l'utilisateur. Ah oui. RGPD friendly. Complètement, oui, on est complètement engagé dans la démarche RGPD. Ça fait 1 an qu'on a un DPO. C'est passionnant d'ailleurs comme sujet. Et voilà, quel type de client. Alors voilà, moi je suis rentrée chez eux, ma mission c'était de démarrer l'internationalisation de la société. Et comme j'avais vécu en Espagne, que j'avais un peu de réseau là-bas, on a commencé avec le marché espagnol et donc j'avais un double challenge parce que comme on est un intermédiaire et qu'on utilise la data des éditeurs pour fournir un service aux annonceurs, je devais aller chercher autant des éditeurs qui allaient mettre leurs données à ma disposition que des annonceurs qui voulaient mettre en place le retargeting sur leur site. Là, on a élargi à l'Italie et à la Belgique aussi. Est-ce que tu peux nous donner une de tes journées type? Oui, alors je m'occupe, donc j'ai un rôle de commercial, de business developer, d'une part, mais je m'occupe depuis 1 an aussi de la communication de la société. Et donc, une journée type, ça va être relancer des clients que j'avais prospectés, éventuellement leur envoyer une propale ou faire une conf call avec eux parce que je l'avais organisé avant. Et puis, donc ça va être, on va dire, le quotidien en termes de business development. Après, sur l'aspect communication, ça va être communiquer sur les réseaux sociaux, préparer des communications spécifiques. Par exemple, là, on a envoyé un email pour proposer à nos clients de confirmer leur intérêt pour Squadata, comme tout le monde. En guise de validation RGPD. Tu prospectes aussi? Ouais, je prospecte bien sûr. LinkedIn est mon ami. Ouais, c'est ça. Tu passes beaucoup par LinkedIn? Hunter. Hunter. En mode growth hacking. Voilà. On a fait un lunch Girls in Web sur le growth hacking. On s'est passé des bons outils. C'était plutôt cool. Prochain, c'est le 20 juin. Ouais, c'est le 20 juin. Alors, je l'organise justement. On va parler de data-driven marketing, donc tout ce qui est plutôt l'environnement de Squadata. Donc, je vais expliquer qu'est-ce que c'est qu'une data management platform. Excellent. DMP, ça fait un peu peur. Qu'est-ce que c'est que le CRM onboarding ou le data onboarding. Comment fonctionne le retargeting, c'est quoi les cookies, quel type de retour sur investissement publicitaire on peut espérer de ce type de levier. Moi je me suis déjà inscrite donc n'hésitez pas, mais je crois que c'est adhérent en ligne. Ouais, c'est ça. Quels projets t'ont le plus éclaté
dans ta carrière professionnelle. Et je pense que tu peux nous parler de ton nouveau projet. Ouais, effectivement. En fait, moi, les projets qui m'ont le plus éclaté, c'est quand il y avait tout à faire, quoi. Du début à la fin, donc construire l'idée, la pensée, toute la stratégie. Donc là, actuellement, depuis quelques mois, depuis janvier, j'ai monté une société qui s'appelle Opti Digital, qui a pour but d'aider des éditeurs de sites à optimiser leurs revenus publicitaires. Donc c'est grâce à de la publicité en programmatique, grâce à des annonceurs en direct ou via des partenariats avec des régies, et en apportant beaucoup de transparence, là où peut-être qu'ils n'en avaient pas beaucoup parce qu'ils travaillaient avec des régies un peu old school, ou là où ils avaient peut-être juste AdSense, et Google AdSense n'est pas ce qui apporte la meilleure rentabilité. D'accord. Donc voilà, on vient compléter l'inventaire publicitaire des sites éditeurs avec des sources de demande premium. Donc ce qu'on appelle la demande, c'est des annonceurs. Donc en programmatique, ça revient à des enchères qui viennent, en gros, on vient configurer l'ad serveur du site éditeur. J'essaie de parler avec des mots compréhensibles. Vas-y, hein, On vient configurer l'ad serveur de l'éditeur pour que ce soit le plus optimisé possible et qu'il puisse recevoir en fait des enchères avec le meilleur prix possible pour lui, la meilleure qualité possible, avec des formats impactants. Plus c'est impactant, plus l'utilisateur est exposé à la publicité en fait, avec des habillages, avec de la vidéo. Qu'est-ce que c'est des formats impactants? C'est des bannières, c'est du pop-up Non, alors pop-up ça se fait plus du tout, c'est vraiment c'est niette là, c'est fini. On risque d'être vraiment en plus pénalisé par maintenant des adblockers ou des Google Chrome ou Google tout simplement dans le ranking en SEO. C'est pas très user-friendly. Non. Donc là, par contre, ce qui marche bien souvent, c'est l'habillage. L'habillage, ça vient entre le header et le contenu vraiment du site, et ça n'empêche pas la lecture de la page. Le but est certes de monétiser au mieux le site, mais c'est aussi de préserver l'expérience utilisateur pour que le site de notre éditeur continue à avoir un maximum de visites, un maximum de visibilité, et qu'ils reviennent aussi, qu'ils ne soient pas déçus par son expérience sur le site parce qu'il y avait de la publicité de partout. C'est ça. Or, on se rend compte que bien souvent, les éditeurs, ils ont fait appel à une régie pour un format publicitaire sur mobile, une régie pour un format adhérent en bas, en footer, et puis tous ces formats-là ne communiquent pas entre eux. L'ad serveur, il est mal configuré, et on se retrouve avec un écran qui est criblé de publicité, où le contenu représente moins de 30% de l'écran. Et c'est illisible. Et donc ça, c'est très mauvais. Donc on essaie de trouver le bon équilibre, qui correspond aussi à la stratégie de l'éditeur. Et c'est de la publicité online, mais de qualité. Voilà, c'est ça. Vraiment basé sur les besoins et on apporte des éditeurs, des annonceurs. On apporte pas mal d'outils aussi pour gérer la fraude, les ads bloqués, etc. Et surtout un dashboard, une plateforme où il y a les statistiques en temps réel. On peut voir le revenu par source de trafic, tout centralisé au même endroit, facile d'accès, par format publicitaire, par bloc d'annonces, où on va afficher toutes les stats. C'est très précis, ça apporte beaucoup de transparence, là où l'éditeur en avait pas en fait avant. Et ça marche plutôt bien. Moi, je suis très contente parce que justement, je peux capitaliser sur ma première expérience des sommelières où j'ai pas commencé par faire un business plan de 50 pages, j'ai fait de la prospection et j'ai signé les premiers clients en premier, et après je dis finalement là il y a un intérêt, donc là ça vaut le coup. Donc on y va. Ok, c'est super en tout cas. Faut surtout suivre ce projet, Opti Digital, je répète. C'est ça. Voilà, on suivra de très près le projet, ça a l'air super. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? J'aime beaucoup mettre en place des actions et analyser les résultats. J'aime pas trop. Le ROI. Ouais, j'aime le ROI, et puis il y a un côté, ça c'est vrai que moi je me suis habituée à ça depuis que j'ai commencé à travailler. On met en place quelque chose. Par exemple, je mets en place un nouvel espace publicitaire sur un site qui va s'afficher uniquement lorsque l'utilisateur fait un scroll down sur mobile, par exemple. Et je vais pouvoir analyser dès le lendemain qu'est-ce que ça a donné comme rentabilité, quel ECPM, et voir si oui ou non ça valait le coup de l'ajouter, ou est-ce que finalement cet espace-là il n'apporte rien. En termes de revenus pour mon client, c'est niette, donc autant l'enlever. Donc moi j'aime bien ce côté, je lance quelque chose, je teste une idée, et puis tout de suite j'ai les résultats et je les analyse et je les prends en compte pour optimiser, quoi. C'est vraiment ça que j'aime bien. Quel levier marketing est-ce que tu préfères? T'es plutôt team inbound marketing ou outbound marketing? On peut pas faire soit l'un soit l'autre.
Ok, c'est toujours Moi, complémentaire. moi je pense. J'adore tout ce qui est référencement naturel parce que c'est vrai que c'est un investissement en temps. On voit pas forcément les résultats tout de suite. Donc, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, C'est ça. et là pour le coup il faut attendre, patient. il faut être patient, mais ça paye. Ça paye et ça paye sur le long terme. Et C'est la donc, longue traîne, hein. et donc le retour sur investissement, il est très important. Et en plus, moi ce dont je me rends compte, notamment quand je fais de la publicité pour un client ou pour Squadata ou pour Opti Digital, c'est que donc j'écris un article et les personnes qui vont tomber sur cet article, si elles l'ont lu, ça va être des personnes qui seront beaucoup plus qualifiées que quelqu'un qui aura cliqué par mégarde sur la Facebook Ads que j'ai fait parce qu'il était sur son mobile. Donc voilà, je pense que ça apporte des leads plus qualifiés. Ok. Mais pour autant, évidemment, moi je crois beaucoup en la publicité. Enfin, voilà, je propose du retargeting tous les jours parce que je me rends compte que ça fonctionne. Les gens, effectivement, ne font pas toujours une démarche de conversion la première fois. Et parfois, ça vient la deuxième fois, la troisième fois. Pas mettre la publicité payante dans un gros sac en disant ça vaut rien, c'est pas vrai. Ça marche, mais ça demande du temps, de l'optimisation, de faire des landing pages spécifiques pour ça, des campagnes spécifiques par groupe de mots-clés, par sujet. Voilà, c'est vraiment très chronophage et il faut le faire bien. Et si on n'a pas le temps, il ne faut pas hésiter à le déléguer. Tu as des conseils pour les femmes qui souhaitent entreprendre, pour les entrepreneurs? Les entrepreneurs. Moi, il me semble que c'est plutôt plus facile quand on est une femme que quand on est un homme en ce moment, parce qu'on a une espèce de discrimination positive. Donc, quand tu es une femme, on dit ok, t'es une femme qui veut entreprendre, donc c'est encore on va plus t'aider cool plus. que... Ouais. Il y a des réseaux. Souvent on dit les femmes elles se tirent toujours dans les pattes, c'est pour ça que moi je recrute que des hommes. Non. Alors dans l'entrepreneuriat pas du tout. Dans les réseaux type Girls in Web, on en parlait tout à l'heure, moi je me rends compte que c'est parfois plus facile. Et après en termes de j'en reviens toujours à ça, de démarchage commercial, quand on est une femme et qu'on démarche et que la personne en face, notre prospect est un homme, ça marche bien aussi. Sans qu'il y ait de relation de séduction ou quoi que ce soit. Moi, on m'a déjà dit j'aime bien la manière que tu as d'entreprendre parce que tu es sérieuse, tu as trouvé le bon équilibre entre le sérieux et le sympa, sans tomber dans le vulgaire ou dans on est super potes. Voilà, donc je pense que faut y aller, il faut vraiment pas hésiter. Faut se lancer. Et puis, il faut pas hésiter à demander... à demander l'avis de ses proches, de ses copains, à soumettre son idée. Et honnêtement, puis il faut savoir écouter aussi. Quand on nous dit mais comment tu vas rentabiliser ça, c'est bancal. Il faut savoir dire ok. Donc là, il y a quand même beaucoup de monde qui me dit que c'est bancal. Ok, je vais peut-être pivoter, modifier mon idée de départ, quoi. Il ne faut pas hésiter à changer vraiment son idée en essayant de se nourrir de ce que disent les autres. Fond. Parce qu'il ne faut pas rester sur son idée en disant c'est ma meilleure idée, de toute façon, je ne vais pas la changer, elle sera très bien comme ça. Ouais. C'est vrai que... Parlons un peu de tes passions parce que tu en as beaucoup. Blockchain, j'ai vu, crypto-monnaie, danse moderne, tu fais du yoga, de l'escalade, de la plongée, tu fais plein de trucs. Du coup, tu es sportive. Alors, qu'est-ce que je fais vraiment au quotidien? Oui, je check mon portefeuille virtuel. Bitcoin, c'est j'en ai plusieurs. D'accord. Grâce à Girls in Web, parlons-en. Je fais un peu la promo parce que honnêtement, c'est vrai. Je suis allée à un atelier qui traitait de la blockchain. Ça devait être un bon moment parce que c'était décembre 2016. Ah oui. Et en décembre 2016, je suis allée voir une femme qui était super, très pédagogue et qui s'appelle Sajida. Je me rappelle plus son nom de famille. Okay. Et elle nous a expliqué comment fonctionnait la blockchain et à quel point c'était brillant, pas seulement pour de la monnaie, mais aussi pour des choses très complexes. Elle parlait notamment d'un réseau de dons de reins. Elle montait un réseau de dons de reins mondial, parce que trouver quelqu'un qui a la compatibilité avec soi est extrêmement difficile. Donc voilà. Et donc après à la suite de ça quand même, moi j'ai pas donné mes reins, mais par contre j'ai acheté un bitcoin et puis quelques autres monnaies et force est de constater que j'ai bien fait parce qu'après il y a eu une grosse croissance. Et donc depuis, en fait c'est marrant parce que c'était un petit investissement qui à l'époque maintenant représente pas mal d'argent, mais c'était surtout l'apprentissage par l'action, parce que j'ai mis un petit peu de billes là-dedans et que j'ai essayé de m'y mettre, finalement je finis par m'y intéresser parce que ça représente de plus en plus d'argent et je me suis dit attends, il faut quand même que je comprenne comment ça fonctionne et puis dans quelle crypto-monnaie il vaut mieux investir plutôt qu'une autre et donc en fait progressivement ça m'a intéressée et je suis la blockchain de loin parce que c'est quand même très
très technique et moi j'ai pas les connaissances pour. Ouais, le sport, moi je pratique la danse contemporaine, donc j'en fais une fois par semaine. J'adore la sensation de corps, de s'étirer, ce que je retrouve aussi dans le yoga, puis une certaine concentration. Quand on est concentré pour faire une chorégraphie, on n'est pas en train de penser à sa journée de boulot, où il faut que je prenne rendez-vous chez la pédiatre parce que ma fille est malade, etc. Ouais. Donc ça coupe vraiment, puis une respiration dans ma semaine, j'adore. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton équilibre vie pro, vie perso, comment tu arrives à gérer un peu ton boulot et ta vie perso? Je trouve que c'est difficile, même si j'ai un mari qui est très présent, avec qui on se répartit bien les tâches familiales, ménagères, etc. C'est difficile parce qu'on n'a pas envie non plus, ni l'un ni l'autre, de mettre de côté notre carrière. Donc on essaie de trouver un bon équilibre entre sa carrière à lui, la mienne, nos envies pro. Quand même avoir une vie de famille, on a 2 enfants, les voir, faire en sorte qu'ils aillent bien, qu'ils fassent des activités cool, passer du temps avec eux, donc c'est pas facile. Ça demande d'être très concentré au travail pour être très très efficace, très productif. D'accord. Parce qu'on sait qu'à 17h30 pétante, il faut partir à fond sur son vélo pour aller chercher la première à l'école, chercher le deuxième à la crèche et endurer aussi la deuxième journée de travail parce que on arrive et puis c'est des enfants qui sont fatigués, il faut les doucher, ils veulent pas, il faut leur faire à manger, ils aiment pas ce que t'as préparé, il faut les coucher, il faut leur lire une petite histoire et être dispo, pas être en train de trafiquer sur son mobile quoi. C'est ça. Il faut être dispo pour eux et présent vraiment. Ouais. Donc en fait ça oblige à être très présent sur le travail, quand on est au travail, être très efficace. Et puis être présent aussi quand on est avec eux et c'est du sport. On arrive bientôt à la fin du podcast. Il reste 3 questions. Est-ce que tu peux nous donner tes outils fétiches ou des logiciels avec lesquels tu aimes bien travailler? Pour tout ce qui est prospection, j'utilise SimilarWeb, qui est alors là, moi j'utilise que des outils gratuits. Donc SimilarWeb, c'est une extension Chrome qui permet de voir le volume de trafic sur un site. Donc ça me permet de trouver par exemple des annonceurs qui pourraient potentiellement être intéressés par une solution de data-driven marketing de Squadata ou des éditeurs qui pourraient avoir de la publicité sur leur site à optimiser. J'utilise Hunter, qui est une petite extension Chrome qui permet de voir quelle est la forme la plus classique des adresses email sur ce site-là. Ça va être par exemple première lettre du prénom et nom de famille @domaine.com. Et après, beaucoup LinkedIn pour aller chercher qui est mon bon interlocuteur sur ce site-là. J'utilise Streak. Ouais. Alors en fait, soit Streak, qui est une extension Gmail qui permet de voir quels sont les mails ouverts et d'avoir une petite notification au moment où le mail est ouvert, ou HubSpot. Ouais, j'utilise HubSpot sur Opti Digital qui permet de savoir quand est-ce que ton prospect a ouvert ton mail. Et dans HubSpot, il y a aussi une fonctionnalité pour voir si la pièce jointe que tu as envoyée, elle a été lue. Voilà, il y a aussi une boîte lyonnaise qui fait cette fonctionnalité-là qui s'appelle Tilki, qui permet de savoir si ta présentation a été ouverte, quelles pages ont été lues, et ça permet de réagir sur le bon sujet, presque pas en temps réel, parce que on ne va pas non plus agresser le prospect, mais se dire voilà, là je pense qu'il y a une touche. Quelles sont tes adresses coup de cœur à Lyon? Ouais, moi j'aime bien la librairie Passage, qui est sympa parce que comme ils sont nombreux à travailler dedans et qu'ils sont de gros lecteurs, ils mettent des petits commentaires sur chaque bouquin. Bien ça, Et donc moi j'ai acheté comme ça un bouquin d'un auteur que je connaissais pas avec marqué coup de cœur, vous allez rigoler et tout, je me suis régalée. Alors bon, on n'a pas toujours les mêmes goûts, mais je trouve ça sympa, c'est quand même un peu mieux qu'Amazon quoi. Oui voilà, c'est ça, c'est un peu plus personnalisé qu'Amazon. Ouais voilà. Pareil, il y a une petite librairie que j'aime bien dans le 7e qui s'appelle Terre de Livres. Ils font le même principe, des petits commentaires sur les bouquins. Moi j'aime bien, voilà, je me régale. Dans mes coups de cœur, il y a le Kitchen Café pour manger. C'est soigné, c'est bon, c'est original. J'aime trop leur c'est pas leur brioche, c'est leur gâteau marbré. C'est une tuerie. C'est vrai. Alors moi je te conseille d'aller au resto le midi en semaine là-bas. Ouais. J'aime bien tous les petits restos vietnamiens ou thaïlandais qu'il y a dans la rue Passé, dans la Guillotière. J'aime les pâtisseries orientales de El Goul dans la Guillotière aussi. Et c'est très très fraîche parce qu'il y a beaucoup de turnover. Pour finir, j'aimerais bien que tu nous parles de quelque chose qui t'a inspiré récemment, qui t'a réjoui ces derniers temps, que ce soit un livre, une conférence, une musique. Là, je sors du SEO Camp. Qui était aujourd'hui, qui était organisé à l'ISEG, qui est organisé par une association. Et c'était toute une série de conférences assez pointues. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est pertinent. C'est-à-dire que si on va au SEO Camp, on sait qu'on va parler de SEO, que ça va être spécialisé et qu'on va apprendre. Et j'aime
maintenant arriver sur des sujets qui sont plus précis. Parce que sinon, quand on te dit, ouais, ça va être un événement sur le digital marketing, ah ok. Donc vous allez parler de tout, de n'importe quoi. Parce que c'est tellement vaste aujourd'hui, le digital marketing. On ne peut plus dire je suis spécialisée en digital marketing, ça ne veut plus rien dire. Donc je trouvais ça bien parce que c'était pour moi une manière de rencontrer aussi des éditeurs qui veulent augmenter le volume de visites qu'ils ont grâce au référencement naturel. Et puis de se rendre compte aussi de quelles sont leurs problématiques en acquisition de trafic. Typiquement, il y avait une des conférences qui était sur le content marketing. Il disait, voilà, maintenant, une bonne moyenne, ce serait pas 500 mots, comme on recommandait il y a 5 ans, mais ce serait 2000 mots. 2000 mots. Ouais. Donc, analysez ce que font vos concurrents selon une expression ou deux mots-clés, et puis vous devez faire mieux et plus précis et répondre à toutes les questions de manière exhaustive que se pose votre internaute lorsqu'il arrive sur le site. 2000 mots, c'est un pavé écrire quand même. Ouais. Donc voilà, je trouvais que c'était bien. Dans certains cas, on répète les bases, dans d'autres, on apprend dans le détail. Moi, je trouvais ça très bien. Intéressant. SEO Camp. SEO Camp, super. Ouais. Je te remercie beaucoup et vous pouvez suivre Magali sur LinkedIn, bien sûr, ou sur ton Twitter, c'est @Magali Lyon. Donc je te remercie encore beaucoup d'être venue sur le podcast. Merci beaucoup, Alix. C'était hyper intéressant. Ouais. Et on suivra de près ton projet Opti Digital. Du coup. Merci à Gone Digital. Alors. À bientôt. À bientôt, Alice.